Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir d'accueillir Michel Champrenon. Nous partons dans le cadre du partenariat avec Français du Monde ADFE au Congo. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Alors, je mens un petit peu, Michel, puisque nous ne sommes pas au Congo au moment où on se parle. Toi, tu es en Normandie, c'est là où tu as grandi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Content de faire ta connaissance. On se retrouve aujourd'hui avec tes deux titres, membre du conseil d'administration de la Fédération internationale et président de la section de la République démocratique du Congo. La capitale est Kinshasa. D'ailleurs, on va faire un peu de géographie ensemble, si tu veux bien. On va parler un peu de ton parcours et du Congo, des deux Congos. Toi, tu es originaire donc de Évreux en Normandie. Tu es né à Paris, mais tu n'y es pas resté longtemps. Tu as grandi là-bas et tu as un double cursus de gestion et administration, ainsi que droit international. Tout t'a amené à vivre des expériences quelque part dans le monde. Oui, effectivement, puisque j'ai pu, d'une part, travailler au Kosovo avec les Nations Unies en 2000 après la guerre, là, pour participer à la remise en place de l'administration locale, donc remettre en place le fonctionnement des mairies là-bas. Bon. Et puis ensuite, j'ai travaillé en République démocratique du Congo auprès du ministre de la fonction publique au cabinet, pour notamment au moment de la création de l'École nationale d'administration, l'ENA, la décentralisation, la modernisation de l'administration. Et puis, troisième séquence, toujours au Congo cette fois, où là, j'ai travaillé pour les Nations Unies comme responsable de la coordination de l'aide internationale. Donc, je faisais le lien entre les partenaires techniques et financiers, les bailleurs internationaux et les ministères congolais sur les politiques de développement. Donc voilà, ça combine en même temps l'international et la gestion des politiques publiques, la gestion publique. Un petit tour à Haïti aussi pendant quelques mois pour l'Union européenne. Oui, j'ai travaillé aussi en Haïti sur un projet de l'Union européenne pour permettre au gouvernement haïtien d'avoir son répertoire des métiers de l'État et mettre en place justement ces politiques de recrutement sur la base des compétences pour créer une administration compétente et qui ne soit pas seulement recrutée par complaisance. Alors, sur notre antenne, on parle beaucoup avec des gens qui décident d'aller s'installer dans un pays pour sa qualité de vie, pour sa qualité économique. On peut dire que toi, quand tu arrives au Kosovo, par exemple, c'est un autre cas d'école, puisque tu arrives à un pays qui était en ruine. C'est une autre vision de l'international. C'est pas la vision la plus chanceuse. Oui, c'est vrai. Là, c'était une situation post-guerre. Tous les jours, ça tirait encore à Pristina. C'était donc en 2000, juste après la guerre internationale qui avait coalisé 107 pays contre Milosevic, qui voulait à l'époque serbiser le Kosovo, comme il disait, alors qu'au Kosovo, il y avait 8% de Serbes et 90% d'Albanais. Et donc, effectivement, c'était une situation de guerre. Les familles étaient interdites, donc on ne pouvait y aller qu'en célibataire. Et il y avait le couvre-feu. Quand je suis arrivé, il y avait le couvre-feu à 20h, c'est descendu à 19h, c'est remonté à 22h, etc. Je travaillais en secteur américain et effectivement, c'était une situation où parfois les voitures revenaient avec des impacts de balles, etc. Donc oui, c'était une situation de guerre, post-guerre plutôt, et c'était presque un engagement militant en quelque sorte. Quand on va dans ce genre de pays, dans cet état-là, c'est plus seulement un engagement professionnel, en tout cas pour moi, c'est aussi un engagement militant pour la démocratie, les droits de l'homme et un certain nombre de valeurs républicaines, en tout cas à la française, je dirais, mais qu'on veut essayer de faire partager à d'autres pays, Alors que ce soit pour les Nations Unies ou pour l'Union européenne, tu arrives dans des pays qui ont besoin de se reconstruire, de se réorganiser. On a du mal à imaginer, parce que dans notre vieille France, les choses sont relativement rodées. Elles sont pas toujours extrêmement efficaces, mais elles sont rodées. Il y a des fois, tu arrives, on part quasi d'une page blanche. Alors au Kosovo, on partait d'une page blanche parce que tout le droit serbe avait été effacé par les Nations Unies. Et c'est là qu'on voit la capacité des Nations Unies à autogérer un territoire à partir de normes que les Nations Unies écrivent elles-mêmes. Et donc, tous les jours, on avait ce qu'on appelle des régulations, des décrets ou des circulaires qui organisaient le droit administratif et l'organisation des administrations. Et en fait, les Nations Unies recréaient une administration de toutes pièces, faisant fi complètement
du droit administratif qui avait été créé par les Serbes et qui fonctionnait très bien. Parce que les anciens pays de l'Est, qu'on appelait les pays du bloc soviétique et anciennement communiste, tout ça, ça marchait bien quand même sur le plan administratif. Hein. Ça avait plein de défauts, mais sur le plan administratif, ça marchait bien. Et moi, je m'en étais un petit peu étonné d'ailleurs de cette incapacité du système des Nations Unies à prendre en compte le droit national et à supplanter finalement le droit national. Donc là, c'est une sacrée expérience. Hein. Quand De Gaulle parlait des Nations Unies en parlant du machin, hein, oui, vraiment, moi je l'ai vécu de l'intérieur. On peut qualifier ça de machin tellement c'est une grosse machine qui supplante finalement tous les pouvoirs installés, quoi. Alors à Kinshasa, c'est une situation. Alors en Haïti, c'est assez spécial parce que là il n'y a pas d'État. Il y a des gens, hein, mais on sent bien que l'État est faible, défaillant, et que sans la communauté internationale, ça sera encore pire. Même si la présence de la communauté internationale n'apporte pas les solutions attendu. Le pays s'enfonce dans la misère et dans le désordre, malgré toute la communauté internationale présente dans sa diversité, hein, aussi bien les agences internationales que les programmes des États, que les grandes ONG internationales. Tout le monde est là au chevet du pays et pourtant ça s'enfonce. Donc là, c'est particulier, hein, c'est une absence d'État réelle. Hein. Bien sûr, il y a des ministres, mais derrière, il n'y a pas d'administration, donc c'est très compliqué. Et alors, Kinshasa, c'est encore autre chose. Là, il y a des administrations pléthoriques, hein, puisque un ministre arrive, il embauche 300 personnes au ministère, parce que voilà, ça fait partie de la culture et des pratiques habituelles. On ne recrute pas sur la base de compétences ou sur la base des besoins des administrations. On recrute parce qu'on doit partager son succès, partager son pouvoir, partager sa réussite avec sa communauté, son ethnie, son village, sa tribu, sa famille. Et donc voilà, il y a une logique de partage, et quand on est en fonction, eh bien, on partage aussi les postes. Et donc on a une administration pléthorique, peu performante, assez vieillissante, et donc là, pour le coup, c'est le trop-plein, hein, c'est le trop-plein, et c'est parfois un peu difficile, effectivement, de faire avancer des réformes rationnelles à l'occidental, je dirais, parce que la culture est différente. La culture est différente et les interlocuteurs n'ont pas toujours la formation attendue pour pouvoir la recevoir et l'intégrer, quoi. Alors Michel, on va faire une petite leçon de géo. Il y a deux Congos, la République démocratique du Congo, ancienne colonie belge, et puis pas très loin, il y a l'autre capitale. Alors elles sont très proches l'une de l'autre, mais elles sont séparées par le fameux fleuve Congo qui est assez rude. De l'autre côté, il y a la République du Congo qui est, elle, une ancienne colonie française. Toi, tu travailles actuellement sur la RDC, 15 millions d'habitants, 4 fois grand comme la France. Tu m'as dit, quand on se déplace d'une ville à l'autre, on se déplace en avion, et que c'est une vraie expérience, parce qu'on n'est pas dans des avions qui sont d'une grande modernité. Alors, la capitale fait à peu près 15 millions d'habitants. Le pays lui-même, on dit qu'il est à 105 millions d'habitants. Hein, il y a 3,5% d'augmentation de la population chaque année. Donc voilà, le pays est vaste, 4,5 fois la France en termes de territoire. Et effectivement, il y a 26 provinces, mais il n'y a pas de route entre les provinces. Donc en fait, on va d'une province à l'autre en prenant l'avion. Et effectivement, les deux compagnies aériennes sont blacklistées au niveau international parce qu'il n'y a pas de garantie d'entretien des avions. Donc quand on prend l'avion, c'est un peu à ses risques et périls, quoi. Bon, tu m'as dit on apprend à prier. Oui, on réapprend à prier. Pour ceux qui avaient oublié, on réapprend à prier, oui. Alors, l'idée aujourd'hui de ton travail, c'est un peu de réinventer nos relations. Il faut dire que le passé colonial, l'évolution, un peu l'anti-occidentalisation de l'Afrique. On ne parle pas au nom des 51 pays d'Afrique, mais vraiment de celles que tu connais aujourd'hui. On a un peu de boulot. Effectivement, le temps fait son œuvre, les générations se renouvellent, la mondialisation est passée par là, les réseaux sociaux également. Le monde est un monde de requins et de dangers. Tout le monde il est pas beau et tout le monde il est pas gentil, contrairement au discours parfois qu'on entend. Et donc effectivement, l'Occident est aujourd'hui. Alors l'Occident, évidemment, le concept mériterait d'être défini, mais les valeurs à l'occidental qu'on représente, alors pour parler brut, les valeurs portées par les Nations Unies, par l'Europe et par l'Amérique du Nord,
En gros, ces valeurs sur la recherche de performance, la formation, la mise en concurrence des entreprises, les valeurs démocratiques, le respect des droits humains, le droit à l'éducation, le droit à la santé, ce bloc de valeurs qu'on va dire les valeurs à l'occidentale est quand même minoritaire sur la planète, nous, on a toujours une volonté universelle de l'exporter, de le faire partager, et c'est le sens aussi de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est la Déclaration des Nations Unies, signée par presque tous les pays du monde. Donc normalement, tout le monde devrait faire sienne cette déclaration. Bon, la réalité est évidemment plus compliquée que ça. Et aujourd'hui, on est notamment en Afrique face à des pays qui nous sont hostiles. Et évidemment, c'est un lieu commun de parler de la Russie qui, par ses réseaux, infiltre les réseaux sociaux et autres, et puis développe un travail d'hostilité à l'égard de tout ce que représente le monde occidental. On a vu un petit peu les BRICS, ces fameux pays-là qui se sont alliés autour de la Russie pour contrer le modèle occidental, qui n'est pas un modèle parfait, mais en tout état de cause, manifestement, il y a plus de gens qui veulent venir du monde, qui veulent venir vivre dans ce modèle occidental, vu la pression qu'on a aux frontières, que de gens qui veulent aller vivre dans les autres modèles qui nous sont proposés par ces pays-là. Je vois peu de Français, si je prends l'exemple de la France ou même de l'Afrique, je vois peu d'Africains qui veulent aller vivre à Moscou. Par contre, j'en vois beaucoup qui veulent aller vivre en Europe. Bon, donc rien que ça, c'est quand même un signe, sans faire de géopolitique au 3e degré et sans avoir bac plus 25, rien que le mouvement des populations, dans quel sens les gens veulent aller et où ils veulent aller vivre, c'est déjà un signe de la qualité du respect humain, de la qualité de vie et des possibilités d'évolution pour les individus. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Mais donc voilà, donc oui, on est confronté à quelques États qui nous sont très hostiles, qui font un travail de sape, c'est clair. Bon, maintenant, voilà, c'est aussi à ce fameux monde occidental, on va le dire comme ça, même si j'aime pas trop la formule, de proposer, et puis aussi à la France particulièrement, puisqu'on a une relation particulière avec l'Afrique, de proposer un nouveau modèle de coopération, de relation, basé sur des valeurs d'égalité, basé sur des valeurs de respect, basé sur des valeurs économiques réciproques, où c'est le gagnant-gagnant, quoi. Bon, c'est aussi à nous de faire un effort de réflexion de façon à renouveler le partenariat, parce que la génération nouvelle qui est au pouvoir en Afrique et qui va y accéder forcément, puisque les années passent, les vieux chefs d'État, ils vont à un moment donné passer la main. Voilà, cette nouvelle génération, elle ne va pas accepter ce que l'ancienne génération a accepté. Bon, donc la période coloniale, c'est terminé. En tout cas, voilà, dans le droit international, c'est terminé. Dans le droit économique, ça, c'est une autre paire de manches. Mais voilà, il faut aussi, pour cette séquence du 21e siècle, être imaginatif, inventif, respectueux, et puis offrir autre chose à l'Afrique que des relations déséquilibrées. La balle est aussi dans notre camp, à condition bien sûr que sur l'autre partie soit intéressée par de nouveaux partenariats. On ne peut pas non plus les obliger. Alors, on dit qu'à peu près 1800 Français vivent actuellement en RDC. Au quotidien, toi, quand tu es dans la capitale, à Kinshasa, ça se passe bien d'être un Français installé sur place, ou avec ce que tu nous as expliqué et cette espèce de disparition tout doucement de la France dans le système au quotidien, et comme la nature a horreur du vide, c'est plutôt la Chine et la Russie qui prend le relais. Toi, en tant que Français, au quotidien, ça se passe bien ? Quand on est au cœur de la capitale, alors le cœur, ça s'appelle la Gombe. Et la Gombe, en gros, c'est le 8e arrondissement de Paris. C'est là où il y a les sièges des entreprises, les ambassades, les ministères, quelques magasins, quelques grands magasins, etc. Bon. Donc ça, c'est le cœur privilégié de la capitale. Bon, quand on est expatrié, qu'on a un peu de pouvoir d'achat, qu'on a une voiture qui décourage la police de vous racketter, voiture des Nations Unies, puisque j'en conduisais une, ou une voiture diplomatique pour ceux qui travaillent dans les ambassades, globalement, ça va. Il y a des bars, il y a des restaurants, il y a des réceptions ici et là. Bon, voilà. Bon, on peut vivre comme ça. Bon, maintenant, voilà, le comportement de la police est pas un comportement éthique. Je vous parlais de racket, voilà,
Les policiers sont payés 90$ par mois. Bon, donc quand il faut nourrir la famille et payer l'école et payer le loyer, les 90$ ne suffisent pas. Donc ils passent leur journée à racketter les automobilistes. Bon, voilà, c'est tout. Je ne sais pas si on ferait autre chose à leur place. Donc c'est un système de racket qui est devenu culturel maintenant, qui s'est généralisé. Bon, la ville, il n'y a pas d'éclairage public, hein, donc ou si peu. Il y a l'éclairage des voitures et l'éclairage des néons des magasins. La plupart du temps, c'est ça, hein, sauf la rue principale, le boulevard du 30 juin. Donc, à 18h, la ville est dans le noir. Il n'y a pas d'eau potable au robinet. Donc, on vit avec des bouteilles d'eau. Il n'y a pas d'assainissement dans la ville. Quand il pleut, la ville est inondée. L'eau ne s'évacue pas et tout s'arrête. Bon, à part quelques routes qui sont en bon état. L'électricité, c'est pas terrible non plus. La vie quotidienne est un peu rustique, hein, est un peu rustique. Maintenant, heureusement qu'on a une capacité d'adaptation, donc ça va, on arrive à vivre. Maintenant, voilà, la réalité de la vie congolaise, faut sortir un petit peu de la Gombe, et puis on s'aperçoit que la plupart des gens mangent une fois par jour. Toute la journée, ils passent la journée à chercher l'argent pour payer le repas du soir. Moi, j'ai travaillé 2 ans et demi au ministère de la fonction publique. Les collègues venaient le matin, ils signaient et ils repartaient pour travailler, de façon à gagner de l'argent pour payer le repas du soir, parce qu'ils pouvaient pas rentrer le soir dans la famille s'ils n'avaient pas l'argent pour payer le repas. Bon, donc et au ministère, de toute façon, il n'y avait pas de travail, donc ils signaient pour essayer d'avoir leur salaire à la fin du mois, ce qui n'était pas une garantie parce que l'État ne paye pas toujours les salaires, et voilà quoi. Donc j'ai envie de dire, quand on est expatrié, on n'est pas le plus à plaindre, hein, par rapport à la vie réelle des Congolais. Bon, maintenant, je sais pas, moi je suis toujours invité dans pas mal de familles, hein, dans les mariages, etc. Donc, et je sors en dehors de la Gombe. Donc, le contact avec la population ne m'inquiète pas, et au contraire, quoi. Donc, j'ai beaucoup d'amis congolais, et que même à distance, on continue à communiquer. Donc, voilà, c'est des questions de style, tout ça, quoi. En tout cas, on peut dire que Michel, notre invité du jour, ne ressemble pas au même profil que les 2000 autres invités qui sont passés au micro de Français dans le monde. En tout cas, merci pour ce témoignage, pour cette explication aussi. Vivre directement dans le pays et voir la France et voir la politique de la France, ça doit parfois te piquer un peu aux yeux. Alors oui, en même temps, il y a 2 choses. La première, c'est que quand on voit la France de l'étranger, on se dit quand même la France est belle. Elle est belle d'abord parce que c'est un beau pays physiquement, géographiquement, ça c'est une chose. Bon, mais elle est belle de sa gouvernance. Quoi qu'on dise, la classe politique française est de bon niveau et globalement elle est honnête. Bon, quand on vit en Afrique, on s'en aperçoit. Ouais. Bon, voilà, hein, tout est affaire de relativité, quoi, vraiment. Donc la France, elle est belle de ses services publics, de la compétence de ses fonctionnaires, de la gestion honnête des finances publiques. Elle est belle de ses équipements, de ses installations, etc. et de ses services. Bon. Donc, quand on voit la France de l'étranger, on se dit quand même, les Français, ils savent pas la chance qu'ils ont, quoi. Bon, vraiment. On le dit tous les jours, c'est dingue. C'est incroyable que le prisme de voir la France quand on est français, quand on n'y est pas, donne quasiment à tout le monde cette vision incroyable de c'est un chouette pays. Et pourquoi on se plaint quand on y vit, en fait? Il faut sortir de France pour s'apercevoir de la chance qu'on a. Il suffit de voyager dans le monde, hein. Le monde n'est pas à notre niveau, ça c'est sûr, hein. Alors ça viendra un jour, mais voilà, pour l'instant c'est pas le cas. Donc quand on quitte la France ou quand on quitte l'Europe, oui, on descend d'un étage ou de 2 étages, quoi, hein. Donc voilà, en termes de qualité de service, hein, bon, hein. Et puis à Kinshasa par exemple, tout s'achète. Un permis de conduire, ça s'achète. Un permis de construire, ça s'achète. Un diplôme, ça s'achète. Bon, donc à partir de ce moment-là, on est dans la corruption généralisée. Mais pourquoi on est dans la corruption généralisée? Parce que les fonctionnaires ne sont pas payés. Du coup, ils se payent sur l'acte qu'ils font en tant que fonctionnaires. Nous, on a une fonction publique qui est payée tous les mois. On est sûr d'avoir le salaire à la fin du mois. Donc, du coup, on n'est pas dans une culture de corruption. Bon, mais d'ailleurs, comme les diplômes s'achètent et comme le permis de conduire s'achète, pour prendre ces 2 exemples, c'est vrai que quand vous venez en Europe, il n'y a pas d'équivalence de diplôme et il n'y a pas d'équivalence pour le permis de conduire. Il faut repasser les diplômes et repasser le permis de conduire. Bon, c'est très pénalisant pour le pays et très pénalisant pour les jeunes qui sont diplômés parce qu'ils ne peuvent pas voyager dans le monde avec leur diplôme. Bon, mais voilà, donc ça c'est un exemple, hein. Bon, mais voilà, donc première chose, quand on voit la France de l'étranger, on se dit les Français ne savent pas la chance qu'ils ont. Et alors deuxième chose,
quand on discute avec les Congolais notamment, et qu'on voit la France avec eux, hein, qu'on apprécie, alors ils ne nous comprennent pas. Ils ne nous comprennent pas parce que eux aspirent à vivre dans nos pays, hein, et ils ne comprennent pas le mécontentement des Français. C'est fou, ouais. Ils n'acceptent pas le non-respect des institutions. Hein. Je me rappelle quand Emmanuel Macron avait pris une gifle là par, je ne sais plus qui, un citoyen là, gifler le président de la République, c'est inconcevable chez les Congolais, inconcevable. Comme ils disent eux, mais la police, elle vous tue tout de suite sur le trottoir, quoi. Je veux dire, c'est tout. Il y a pas de jugement, quoi. Hein, bon, je veux dire, le non-respect des institutions, le non-respect de nos dirigeants, voilà, c'est inconcevable dans la culture africaine. Hein. Et donc voilà, ce délitement de nos sociétés à nous, hein, notamment en France, hein, où le rapport aux institutions est quand même très dilué et irrespectueux. La pression sur les élus locaux se fait de plus en plus forte, comme s'ils étaient responsables de tous les maux de la terre. Bon, je veux dire, voilà, ce rapport à l'autorité et ce rapport à l'État qui se délite chez nous est incompréhensible et inacceptable pour les Africains. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, hein, parfois on constate qu'il y a un certain nombre de personnes d'origine étrangère, mais de nationalité française, qui votent à l'extrême droite, par exemple en France. La question du rapport à l'autorité est une des motivations du vote pour l'extrême droite, parce que voilà, c'est culturellement l'autorité doit être respectée, quoi. Et c'est ce qui fonde en fait le fonctionnement du corps social et le bon fonctionnement du groupe. Quand il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de groupe, c'est tout. On le voit dans certains pays où il n'y a pas d'État, c'est la loi de la jungle, hein, c'est tout. Voilà, donc voilà, c'est deux regards assez différents. Mais voilà, quoi. Maintenant, une fois qu'on a fait le constat, on fait comme on peut, quoi. On est dans la société dans laquelle on est, quoi. C'est justement ma dernière question, Michel, après cette interview passionnante. Toi, t'es optimiste pour le futur? Alors, optimiste, alors ça dépend évidemment à quel niveau. Globalement, quand je vois les grandes tendances dans le monde, je suis assez inquiet, en fait. J'ai un peu l'impression. Oui, j'ai un peu l'impression. Quand on voit les problèmes d'insécurité mondiale, l'avancée des intégrismes et différentes formes de terrorisme, la question de l'avancée de la pauvreté, l'assèchement des sols, les problèmes environnementaux et de climat, les problèmes démographiques, j'ai quand même un peu de mal à voir quels sont les leviers qu'on a pour inverser ces tendances lourdes. Hein. Et donc, au moins pour les 10 ans qui viennent, vraisemblablement, j'ai l'impression qu'on va avoir une augmentation des violences, donc ça va pas forcément s'arranger. Sur la génération qui vient, c'est-à-dire 25 ans, hein, sans doute que ça va être une génération de profonde transformation, quoi, évidemment, de profonde transformation, avec l'émergence d'un monde nouveau. J'ai un peu l'impression qu'avec tous les systèmes de sécurité, de surveillance, on va perdre en liberté plus que gagner, hein, donc moi ça ne me rassure pas. Et puis ensuite, alors au-delà d'une génération, là, il faudrait être Madame Irma, hein, pour savoir un petit peu comment va évoluer le monde. Mais c'est vrai que moi, je suis de nature optimiste. Je me dis qu'il y a toujours une solution à tous les problèmes. Là, quand je vois les tendances lourdes sur la planète, j'ai un peu de mal à voir quels sont nos véritables leviers pour inverser les tendances. Et si j'ai une inquiétude, c'est un peu celle-là, c'est que c'est vraiment à nous de faire preuve de beaucoup de volonté et d'imagination pour trouver les axes ou les leviers, hein, pour maîtriser notre monde qui est un peu liquide, quoi, un peu démembré, quoi. Bon, eh bien, voilà, un petit peu... En parlant de liquide, j'ai une solution pour que les prochaines minutes soient agréables. Un bon camembert, une bonne bouteille de vin rouge et les prochaines minutes seront au moins savoureuses, puisqu'il faut mettre un peu d'optimisme dans tout ça. Cela dit, ton regard sur le monde aujourd'hui et sur sa situation, vers où on va, c'est sans doute une analyse pertinente qu'on ne souhaite pas, mais c'est possible. Michel, merci pour ce témoignage. Tu es actuellement en France, ta femme est restée à Kinshasa. Vous avez eu l'habitude de vivre séparés, si j'ai bien compris. C'est les couples modernes, ça. La fille à Paris, moi je suis à Évreux, ma femme est à Kinshasa, quoi, voilà. Merci. C'est la vie de famille. Merci les réseaux sociaux. Du 21e siècle, 2.0.
Merci beaucoup Mais bon, d'avoir voilà. témoigné dans le cadre de notre partenariat avec Français du Monde à DFE. Un autre regard sur l'expérience de Michel Champredon. Belle journée à toi et donc mange un bout de camembert de ma part. Avec plaisir, à bientôt, au revoir. Françaisdanslemonde.fr